Comment vont les filles? Et comment vont les filles? Je mange du flan. Et comment vont les filles? Comment vont les filles? Les filles chantent. Une petite licorne qui se baladait dans les champs. Lily prend sa petite guitare rouge et invente des chansons qu'elle déclame avec une voix aiguë et enjouée dans toute la maison. Soise adore aussi chanter. Mais par contre, elle aime être accompagnée et que ce soit toujours les 5 mêmes chansons en boucle et boucle. Surtout lors des trajets en voiture, de la maison à la crèche. Alors, on devient le jukebox vocal. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tu courir après les rats. Maman, t'as-tu oui ou pas? Coucou ou pas? Et comment vont les filles? Les filles profitent du printemps berlinois. Presque chaque après-midi, on traîne sur des aires de jeu, on s'y donne rendez-vous avec des copains et copines, on y mange une glace ou des fruits, on y fait de la tyrolienne ou du toboggan. Mena aime surtout la balançoire. Elle aime aussi marcher sur un mur, grimper sur tout ce qu'elle trouve et elle adore sauter. Elle saute partout, constamment, pas seulement sur un trampoline, c'est assez drôle. Tilda adore faire des châteaux de sable, les décorer avec des branches, jouer avec l'eau. Tu sais qu'à Berlin, tu peux encore trouver plus de 2000 pompes à eau manuelles. Donc le soir, les filles rentrent couvertes de boue comme tous les enfants allemands. Non. Est-ce qu'il y a assez de savon dans la baignoire, dans l'eau? Non. Non, hein, pas vraiment. Hein. Est-ce que ça sent? L'eau sent? Non. Non? On met encore un peu de savon? Ça sent bon. Vous avez bien mélangé? Maintenant, on s'assoit. Pas debout dans la baignoire, hein? Sinon, on peut glisser. Et comment vont les filles? Comment vont les filles? Coucou Sarah, c'est Mira. Je suis désolée, mais depuis quelques jours, Mina est malade, une petite otite, et du coup, je n'ai pas réussi à finir ma lettre. Il me faut encore aujourd'hui et demain. Si tu l'as dans 2 jours, ça te va? Je suis vraiment désolée. Bisous, bisous. Hello Mira, écoute, c'est pas grave, j'ai du temps jeudi après-midi, donc prends ton temps. Bon courage et bon rétablissement à Mina. Chère Sarah, voilà un de nos nombreux échanges audio des derniers mois. Quand tu l'écoutes, tu vois déjà que la compatibilité entre travail et parentalité n'est pas si évidente. C'est pour ça que ce 5e épisode de Comment vont les filles, notre correspondance sonore sur la maternité, est consacré au travail. Je commence avec une première question pour toi. Comment le congé maternité et parental est organisé en France et comment vous êtes-vous organisé dans votre couple? Chère Mira, merci pour tes questions. C'était bien d'entendre ces messages si habituels que je ne m'en rends plus compte. C'est vrai, comment on arrive à tout gérer? C'est intense. Pour te répondre, commençons par l'administratif. En France, le congé maternité est de 16 semaines, et si on souhaite le prolonger, il y a le congé parental, qui est d'1 an je crois, et l'on gagne très peu d'argent. Dans mon entourage, je connais peu de femmes qui prennent vraiment ces 1 an, pour des raisons financières sûrement, et aussi par désir ou devoir de retourner au travail. Pour le congé paternité, il est depuis peu passé à 28 jours. Nous concernant avec le papa, nous sommes tous les deux indépendants, et avec un statut particulier d'artiste-auteur. Et comme nous gagnons peu, nous cotisons peu. Alors pour nous, il n'y a comme pas de congé. C'est à nous de décider si on s'arrête, et financièrement, le papa a gagné autour d'une centaine d'euros après plus d'1 an d'attente, et moi, rien du tout. Sinon, pour l'autre partie de ta question, comment s'est-on organisé? Jusque-là, dans mon fonctionnement, tout était travail et vie en même temps. J'ai donc dû apprendre à séparer, à accueillir un cadre, à changer mes habitudes. En plus, quand je suis tombée enceinte de Lily, je venais de reprendre des études. J'étais donc en reconstruction professionnelle et j'avais du mal à légitimer mon temps de travail.
M'occuper de mon enfant, c'était plus facile, plus utile. Le sens était tout de suite là, et je n'avais pas besoin de me justifier. Très vite, le papa, lui, a eu plus de travail que moi. J'étais frustrée de cela. Mais sans institution ou projet extérieur, je n'arrivais pas à trouver l'énergie pour créer. Et puis, aux 3 mois de Lily, on a organisé la tournée suisse. Ça, c'était une super aventure. En hiver 2020, 4 amis et un bébé partent en tournée, du bout de la Bretagne en ligne droite jusqu'au canton de Vaud. Voilà le début de notre texte de communication. On est donc parti travailler un peu comme des troubadours en Suisse avec 2 amis proches, aussi artistes, notre bébé, une voiture et quelques instruments d'art et de musique. À notre retour, Lily avait 4 mois. Elle devait aller à la crèche, mais il y a eu le Covid et on a été confinés tous les 3. Je garde de très bons souvenirs de ce premier confinement ensemble. J'ai été heureuse d'avoir 2 mois de plus avec elle. Pour Soise, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vraiment arrêté le travail. On a juste réduit. Et puis on avait beaucoup de rendez-vous médicaux et on devait voir peu de personnes pour sa santé. Alors on a alterné, mélangé, inversé, santé, famille, travail, amitié, temps de repos. C'était un joyeux bordel. 1 heure d'email, 30 minutes de TT, un rendez-vous à 14h, aller chercher Lily à 16h30, une visio à 20h. Je nous sentais très précaires et assez seuls, le papa comme moi. Et puis au niveau professionnel, on était toujours instables, autant financièrement que psychologiquement. Ce que je retiens dans notre organisation, c'est que c'était à nous de mettre le cadre du congé maternité ou paternité, et je n'y suis pas bien arrivée. Mes limites n'étaient pas claires et je n'ai pas su correctement m'entourer pour en parler. Il serait vraiment nécessaire, je parle pour la France en tout cas, que les artistes avec des enfants soient mieux soutenus. Et toi Mira, comment as-tu géré le travail et le bébé ? Quand est-ce que tu as retravaillé ? Et comment le congé maternité et paternité est organisé en Allemagne ? Chère Sarah, merci pour tes explications et ton témoignage. La tournée suisse donne trop envie. Quelle aventure! Ce qui concerne le congé maternité en Allemagne, c'est 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après. Il porte un joli nom, c'est le Mutterschutz. C'est la protection des mères. Suite au congé maternité, tu peux prendre un congé parental de 3 ans dans les 8 premières années de l'enfant. Pareil, le congé parental a un beau nom, die Elternzeit. C'est le temps pour les parents. Puis, il y a le Elterngeld. C'est le jour pour les parents. C'est actuellement 13 mois, dont 1 mois simultanément pour les 2 parents, où l'État paye une compensation de salaire, entre un minimum de 300 € par mois si tu n'as pas eu de revenus l'année avant la naissance, jusqu'à 1 800 € par mois pour les catégories de revenus supérieurs. Mais les très gros revenus ne perçoivent rien, bien sûr. On est complètement libre de choisir qui de la mère ou du père prend le congé parental et pour combien de temps. Ça pourrait être le père qui prend les 12 mois payés. Dans la pratique, ça reste quand même la maman avec 1 à 2 mois ensemble. Il y a de plus en plus de couples qui se partagent les mois, ce qui je trouve être un grand avantage par rapport au congé parental français. Ce n'est pas seulement agréable pour les mères d'avoir plus de soutien, mais aussi un gros avantage pour le couple et du coup pour la famille. J'observe dans mon entourage que dans les familles qui se partagent la garde des enfants d'une manière équilibrée, il y a moins de disputes. Tous les deux comprennent les enjeux des 2 côtés, ce que ça veut dire de s'occuper d'un enfant et de la maison, et ce que ça veut dire de devoir travailler, de gagner des sous. Un baiser sur la joue. 8h le matin, elle s'en va travailler, elle s'en va gagner son pain. Je suis l'homme de la maison. 2 gorgées de café, déjà les enfants ont faim. La course vient de commencer et j'ai hâte à la fin. Je suis l'homme de la maison. Déjà le téléphone, on veut la dame de la maison. On ne parle pas à un homme de lessive et de savon.
m'accroche parce que je suis l'homme de la maison. En ce qui me concerne, vu que je travaille en tant qu'indépendante comme toi, je ne pouvais pas prendre un vrai congé parental. Je n'avais même pas vraiment de congé maternité, car étant ma propre chef, j'avais du mal à refuser des projets. Mais j'ai touché de l'argent. Après chaque bébé, j'ai recommencé le travail assez vite, 10 jours après le premier accouchement et 2 semaines après le deuxième. J'ai commencé doucement, juste quelques heures par jour, quand le bébé dormait. J'ai adoré reprendre le travail vite, sortir la tête des couches de temps en temps, penser à autre chose que le bébé, stimuler ma tête avec les traductions. Donc pour moi, le fait d'être une jeune maman en tant qu'indépendante, je ne l'ai pas vécu comme une contrainte, plutôt comme une énorme liberté qui me permettait d'avoir les deux, mon travail et mon bébé. Après avoir travaillé quelques heures, mon bébé me manquait et du coup, j'avais une nouvelle énergie pour m'en occuper. C'était bien équilibré. Maintenant, on lit un poème. Ah. Ja? Chant de mai de Johann Wolfgang von Goethe. Dans toute la nature, quel éclat merveilleux! Tout rit dans la verdure à l'astre radieux. 1000 fleurs gracieuses sortent de leurs boutons et 1000 voix joyeuses s'élancent des buissons. La vigueur printanière se répand dans mon cœur. Terre, ciel et lumière, tout m'invite au bonheur. Contrairement à toi, je trouve ça beaucoup plus facile de travailler que de m'occuper de mon bébé et en général de m'occuper de mes enfants. Car les enfants génèrent toujours de l'imprévu. Il faut réagir spontanément, parfois dans des situations brouillantes. Aussi l'éducation des enfants, je le vis comme un grand défi. J'y sens une plus grosse responsabilité comparée au travail. Pourtant, je te comprends quand tu dis que s'occuper de son bébé et travailler en parallèle, ce n'est pas évident. J'ai vécu aussi des périodes dures, des moments où j'avais juste l'impression que ma tête explosait. D'ailleurs, faire les deux, c'était uniquement possible car mon conjoint travaille aussi à son compte depuis la maison. Donc, on pourrait alterner. L'un travaille, l'autre garde le bébé et fait le ménage. Pour Tilda, on fonctionnait à 50-50. Pour Mina, c'était déjà plus compliqué. Quand Tilda rentrait de la crèche, elle y est allée à partir de ses 20 mois, il fallait s'occuper des deux. Et garder 2 enfants en même temps, ça change les choses quand même. Une chose que je retiens de la première année avec bébé, c'est qu'on m'a rarement posé la question du travail. Quand je voyais des amis ou même la famille, les conversations tournaient autour du bébé, mais on ne m'a pas demandé comment je vais professionnellement, si j'ai des projets intéressants. C'est comme si professionnellement, je n'existais pas. Elle met maman, c'est tout. Je trouvais ça assez triste. Chère Sarah, vu que le congé parental est moins fréquent en France, les systèmes de garde sont accessibles dès la petite enfance, non? Bonjour Mira, il est 12h30 et je t'écris en mangeant, justement parce que j'ai du retard sur le reste, évidemment. Cela m'est agréable de lire ton rapport fluide au travail et je me rends compte que la question du travail est vraiment complexe pour moi et qu'elle l'était déjà avant les enfants. Ça veut dire quoi travailler ? S'occuper de ses enfants et de tout ce qui entoure leur bien-être est une forme de travail. Et pourtant, même si j'apprécie être avec les filles, je ne pourrais pas faire que cela, et je ne me sentirais pas m'épanouir professionnellement, ou m'épanouir tout court. Pourquoi ? Par manque de rencontres, de diversité des activités, de reconnaissance ? On ne parle pas de mère professionnelle, mais de mère au foyer. Est-ce juste ? Vous ne me voyez pas, le métier que j'exerce est transparent. Et à l'inverse, si je faisais que travailler, au sens d'un travail reconnu comme tel et rémunéré, je ne m'épanouirais pas non plus. C'est un équilibre à trouver et surtout à ne pas trouver seul. Mais je fais aussi un métier que j'ai choisi, et cela doit avoir un impact sur l'envie de reprendre le travail. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ta lettre, et qui souligne une différence entre la France et l'Allemagne, c'est qu'à l'inverse de toi, la première année, avec le bébé, on m'a beaucoup demandé « Tu reprends le travail quand ?» Je ne travaille pas. Je lessive par amour. Qu'en France, on peut faire garder son enfant dès 3 mois. Il y a 3 systèmes de garde principaux. Les crèches publiques et privées, les assistantes maternelles et les nounous à domicile. Les 2 premiers sont les plus courants,
et les prix varient en fonction du revenu et du type de structure, les crèches publiques étant les plus accessibles pour les plus modestes. Cela tourne autour de 0,30 centimes l'heure pour les familles ayant le moins de revenus, sachant que les couches et le lait en poudre sont fournis. Après, les conditions ne sont pas toujours optimales, ni pour les enfants, ni pour les employés. Et il faut s'y prendre très tôt pour trouver une place, crèche ou assistante maternelle. En général, les dossiers se font avant la naissance du bébé. Le système français nous pousse donc vite à reprendre le travail. Et contrairement à l'Allemagne, ce sont les parents qui tardent à faire garder leur enfant qui peuvent être jugés, ce qui est absurde. Je comprends complètement que certains ou certaines souhaitent faire différemment. On nous apprend que la première année de vie est très importante car énormément de choses chez l'enfant se mettent en place. Et ces quelques mois ne sont pas grand-chose à l'échelle d'une vie. Alors si cette pause, ce congé était mieux considéré, cela serait bénéfique à la fois pour les enfants, mais aussi pour le parent dans son travail. L'équilibre serait plus juste, je pense. L'école en France est même devenue obligatoire dès 3 ans. Tu te rends compte comme c'est tôt ? Formons dès tout petit la jeunesse républicaine française pour qu'elle soit docile et productive. Non mais sincèrement, plus de souplesse et de possibilités serait important pour permettre à plusieurs modèles de coexister. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. En ce qui nous concerne, nous avons fait garder nos 2 filles à partir de 6 mois. Et pour moi, c'était très bien comme âge. J'ai remarqué qu'un cadre clair m'était nécessaire pour travailler. Si les filles sont présentes, j'ai du mal à me détacher. En plus, j'ai besoin de plusieurs heures d'affilée pour réussir à me concentrer. Alors c'est vrai, s'engager à faire garder son enfant, c'est entrer dans une routine d'horaire et être moins flexible. Mais c'est un compromis qui me convient. En plus, je suis très heureuse de la crèche et de l'école. Est-ce que tu aimes l'école ? Oui, Pourquoi ? parce que j'ai des copines. Et la maîtresse, elle est sympa ? Oui, Est-ce que tu te souviens de la crèche ? non, Est-ce que tu crois que Soise, elle est contente à la crèche ? oui, Pourquoi ? parce que la Erin, elle joue avec Erin. Je pense très peu à elle en journée et je me sens moins seule dans les questions d'éducation. J'apprécie qu'elle soit avec d'autres adultes et enfants, et moi aussi je rencontre de nouveaux parents, voire de nouveaux amis ainsi. Mais en Allemagne, c'est très différent le système de garde les premières années, non ? Chère Sarah, je te remercie pour ta lettre. Je réalise que nos rapports différents à l'éducation de nos enfants sont aussi liés à la politique de chaque pays. Je m'explique. Toi, tu te sens moins seul dans les questions d'éducation, car en France, les enfants sont plus gardés dans des établissements publics, l'État joue un gros rôle dans l'éducation. Et moi, je sens une plus grosse responsabilité dans l'éducation, car en Allemagne, les enfants sont moins gardés dans des établissements publics, l'éducation revient plus aux parents. Donc ce qu'on pourrait facilement voir comme personnel est finalement politique. Ce n'est pas intéressant ça ? Et du coup, on est au cœur du sujet, même si la France et l'Allemagne ont plein de points communs politiquement, quand il s'agit de la politique familiale, les 2 pays sont assez éloignés l'un à l'autre. En Allemagne, tu es quasiment obligé de t'occuper de ton bébé jusqu'à son premier anniversaire. Si tu souhaites travailler plus tôt, tu dois trouver une nounou, car les crèches n'ont pas de place pour les tout petits. Même si elles disent qu'elles en prennent, la réalité est différente à cause du manque de personnel. Actuellement, il manque 350 000 éducatrices. Et pour s'occuper des bébés de quelques mois, la crèche a besoin de plus de personnel, donc elles le font rarement. Et oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je trouve ça assez fou de forcer les tout petits si tôt à s'adapter à notre rythme de travail. C'est d'ailleurs pour cela qu'on s'est décidé de vivre nos premières années en tant que famille franco-allemande en Allemagne. Car ici, on a plus de liberté sur la question de la garde de nos enfants. Et on souhaite que nos enfants n'aient pas trop tôt de longues journées dans un établissement scolaire, mais du temps pour les loisirs, pour voir des amis, pour nous voir, pour voyager avec nous ou simplement pour rien faire. Il faut dire que nous, on fait partie de la classe moyenne supérieure, donc on peut se permettre de payer des loisirs ou des voyages. Mais pour les parents des classes inférieures, c'est plus compliqué.
Et si j'ai bien compris, une raison pour laquelle la France a décidé de rendre l'école obligatoire à 3 ans, c'est aussi pour intégrer plus les enfants des classes ouvrières, populaires et défavorisées. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Le grand Dédé, poil au nez devant toute la classe, monte au tableau, poil au dos pour faire des grimaces. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. En Allemagne, le fait de chercher son enfant entre 15 et 16 heures à la crèche, au jardin d'enfants ou à l'école primaire a aussi des désavantages. Comme tu dis, ce n'est pas évident de combiner le travail et les enfants. En plus, ce sont souvent les mamans qui travaillent moins, qui travaillent à temps partiel. Du coup, elles gagnent moins, cotisent moins et elles ont plus de risques de se retrouver en situation de pauvreté à la retraite. Les mamans allemandes se retrouvent plus souvent dépendantes financièrement du père. Donc, d'un point de vue féministe, c'est bien que les mamans françaises retravaillent plus tôt après une naissance et travaillent plus souvent à plein temps. Chère Sarah, je vais te poser une question un peu délicate, mais je me la suis souvent posée et jusqu'à présent, je n'ai jamais osé en parler à une copine française. Personnellement, et je pense aussi parler pour beaucoup de mes copines allemandes qui sont mères, j'ai vraiment du mal à m'imaginer donner mon bébé à la crèche à 3 mois. Et je me demande si ça aussi, c'est lié au système, aux normes qui existent dans un pays, ou si finalement la plupart des mères en France ont aussi un problème avec ça. C'est la petite Josette qui n'en fait qu'à sa tête. Elle voudrait, le croiriez-vous, que sa maman soit un kangourou et que partout elle l'emporte dans sa poche, c'est beaucoup. Salut Mira. Comme toi, je pense que les normes du pays jouent un rôle sur la carrière professionnelle de la maman et sur sa possibilité d'émancipation hors du foyer. Est-ce que j'aurais eu 2 enfants et aimerais peut-être en avoir plus si je devais les garder aussi longtemps qu'en Allemagne ? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus vraiment ce que ressentent les autres mamans à ce sujet. Mais c'est sûr, autour de moi, beaucoup mettent leurs enfants assez tôt à garder, très souvent avant leur 1 an. Par choix, par nécessité, un mélange. Pour ma part, je ressentais tout un tas d'émotions. Soulagement, joie de retrouver la vie active, culpabilité, envie de trouver le bon endroit pour mon enfant, tristesse de la séparation. En tout cas, quand j'étais enceinte de Lily, je savais que je voulais qu'elle soit gardée tôt, même si ma situation professionnelle m'aurait permis de rester plus longtemps avec elle. Mais est-ce que je voulais ça parce que c'est comme ça autour de moi ? Je crois qu'il y avait aussi une image de moi-même que je voulais conserver, celle d'une femme active qui travaille et pas d'une maman qui s'occupe de ses enfants. Comme je te le disais dans un épisode précédent, j'avais un peu honte de vouloir des enfants et d'être enceinte. Alors qu'aujourd'hui, je vois toute la force féministe d'être maman. Je ne le subis plus, au contraire, je le défends. Je me rappelle très bien d'une discussion avec ma sœur juste après la naissance de Lily. Je lui disais déjà au bout de quelques jours, c'est sûr, à 3 mois je voudrais qu'elle aille en crèche. Elle me prévenait que 3 mois c'était vraiment petit, et que la séparation est douloureuse. Elle me racontait son regret d'avoir favorisé sa carrière les premières années, son absence auprès des enfants, puis son burn-out, à vouloir tout faire sans bien y arriver. Aujourd'hui, elle a changé de travail et trouvé un format qui lui correspond beaucoup plus. Sa mise en garde était juste, je trouve. Tu voudrais bien me décrire un de vos voyages avec les filles ? Je trouve ça génial comment tu arrives à gérer le déplacement, le travail et la famille, et je suis pressée de te lire pour que tu m'emmènes avec vous dans vos valises. Spécialement dédicacée aux routières, aux cablières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscoutières, joaillières, téléphonistes et machinistes. Aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé ao geólogo, psicólogo, sociólogo, sinologo, filólogo, etologo, grafólogo, arqueólogo,
Paléologue, marinière ou fermière. Aux costumières, aux couturières, aux façonnières, aux gantières, aux lingères, aux ménagères, aux guichetières, aux secrétaires, aux romancières, aux aventurières, vas-y. Chère Sarah, tu voulais que je te décrive un de nos voyages en famille. Je t'emmène dans un autre pays européen, je t'emmène en Roumanie. On est en mai 2023, Tida a 2 ans et 4 mois et Mina même pas 5 mois. On est invité à un mariage à Hunedoara dans la région de la Transylvanie. On part de Berlin en train, faisant un stop de 3 nuits à Budapest. On s'y balade d'une aire de jeu à une autre, on profite de son charme, on mange différemment, puis on reprend le train pour Timișoara. Voyager en train, c'est devenu un mode de vie pour nous. Vivre en accord avec la planète, penser éco-responsable. Pouvoir aménager notre temps de travail nous permet de le faire, une raison pour laquelle je n'aimerais plus avoir un boulot fixe pas flexible. Faire de longs voyages en train, c'est fatigant, surtout pour les parents, mais c'est le prix qu'on doit payer pour préserver notre planète, notre avenir, celui des filles et celui de l'humanité. Les filles aiment prendre le train. On les a habituées très tôt et elles compensent la fatigue par de plus grosses siestes. L'autre jour, Tida m'a demandé « C'est quand après le train, maman ?» Dans le train à destination de Timișoara, on traverse des champs de colza. C'est un petit train avec peu de gens. À l'arrière, une vitre. Tida se met devant et regarde les rails. Pendant le trajet, les filles dessinent. Elles font de la pâte à modeler, collent des autocollants, se cachent, jouent avec d'autres enfants. À Timișoara, on découvre l'appartement qu'on a loué. Les filles adorent explorer de nouveaux lieux. Moi, j'adore là, dit Tilda en montant sur un petit lit à côté d'un grand. L'appartement est situé en face d'un hôpital. Bien sûr, le risque de devoir aller à l'hôpital dans un pays dont tu ne parles pas la langue est là. Mais le fait qu'on a des amies roumaines qui peuvent nous aider en cas d'urgence nous rassure. Néanmoins, dans nos sacs, toujours une grosse trousse à pharmacie. Les jours suivants, on fête l'amour, on célèbre les mariés, on mange, on danse, on retrouve de vieux amis. Puis une semaine de vacances dans la nature roumaine. De temps en temps, je pense au projet de traduction d'une pièce de théâtre que j'ai déclinée. Est-ce que c'était vraiment la bonne décision? Est-ce que je n'aurais vraiment pas pu trouver du temps pour traduire cette pièce? Pendant ce voyage, j'ai décidé de ne pas travailler, ce qui est un peu l'exception. Normalement, mon conjoint et moi, on travaille toujours un peu. On s'organise pour que chacun puisse travailler quelques heures par jour. Ça fonctionne bien pour nous. On y trouve un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Je pense à la pièce de théâtre avec un peu de frustration. Pendant la 2e grossesse et pendant les premiers mois après la naissance, j'ai dû refuser 50% des demandes. Le fait de garder mon bébé, le fait que ma grande fille n'aille pas à la crèche toute la journée, signifie faire des sacrifices professionnels. Et en tant qu'indépendante, il y a toujours la réflexion. Si je refuse ce projet-là, est-ce que la personne m'en proposera un autre l'année prochaine? Et puis, pour les sous, est-ce que je m'en sors? Bref, ce voyage en Roumanie a créé de beaux souvenirs que la pièce de théâtre non traduite aurait pu difficilement égaler. Oui, à la fin de ta vie, c'est ta famille. Mena, on regarde l'album de la Roumanie? On va regarder les photos avec maman? Non, tu veux pas? Tu veux manger? Tu manges quoi? Des bretzels? Vous avez écouté le 5e épisode de Comment vont les filles. Dans le prochain et dernier épisode, nous parlerons de l'éducation. Comment apporter le bon cadre? Que transmettre à nos filles? Dans quel monde grandiront-elles? Et comment réagir face aux enjeux de notre époque? Si vous avez des commentaires, si vous voulez partager vos avis, vos sentiments, n'hésitez pas à nous écrire à commentvonlesfilles@gmail.com. Comment vont les filles? Et comment vont les filles? Je mange des flancs. Et comment vont les filles? Comment vont les filles?